Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une contradiction assez folle au cœur de la politique française sur le cannabis. Une politique qui, depuis plus de 50 ans, semble avoir complètement raté ses objectifs. Alors, voilà la grande question. C'est vraiment le paradoxe qui va nous guider. Comment ça se fait que la France, qui a des lois parmi les plus dures d'Europe, soit aussi la championne de la consommation de cannabis? C'est quand même un comble. Et ce graphique, il part de lui-même. C'est l'illustration parfaite de cet échec. Regardez la ligne verte, c'est l'expérimentation. Elle n'arrête pas de grimper depuis 1992. Pareil pour l'usage annuel et régulier. La fameuse loi de 1970 qui devait tout régler, eh bien, on voit bien qu'elle n'a pas vraiment fonctionné comme prévu. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord bien comprendre pourquoi le modèle français est un échec. Ensuite, on ira voir ce qui se fait ailleurs, ce que les autres pays peuvent nous apprendre. Après, on s'attaquera au vrai casse-tête. Comment on pourrait construire une légalisation à la française? Et on terminera par les enjeux, qui sont, vous allez le voir, absolument énormes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce que cet échec, ce n'est pas qu'une histoire de répression. C'est aussi, et peut-être même surtout, un échec de santé publique. Ce chiffre, il est juste dingue. 18 millions. C'est le nombre d'adultes en France qui ont déjà essayé le cannabis. On ne parle donc pas du tout d'un petit phénomène marginal. Non, c'est une réalité de masse qui touche une énorme partie de la population. Et ça rend l'idée de tout miser sur la répression, disons, difficile à tenir. Et le coût de cet échec, il est colossal. Plus d'1 milliard d'euros chaque année. C'est ce que ça coûte à la police, à la gendarmerie, aux douanes. Les tribunaux sont complètement submergés. Plus de 12% de toutes les condamnations sont liées à la drogue. Et le pire dans tout ça, la justice répond présent dans 97% des cas, mais la consommation, elle, ne bouge pas d'un iota. Cette phrase, elle vient des policiers eux-mêmes. Et elle dit tout. Vider l'océan avec une petite cuillère. On sent bien le découragement, le sentiment de faire un travail sans fin et inutile sur le terrain. On arrête des gens, mais les trafics se réorganisent immédiatement. C'est sans fin. Ah, ça c'est un point super important pour remettre les choses en perspective. Une étude très sérieuse, publiée dans 2 Lancet, qui classe les drogues selon leur dangerosité, pour soi et pour les autres, et qui est en tête, de très loin, l'alcool. Le tabac est pas mal non plus. Le cannabis, lui, arrive seulement en 8e position. Ça change un peu la perception habituelle des risques, non? Bon, maintenant, sortons un peu de France et allons voir comment les autres s'en sortent. Parce qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions, et les expériences des voisins, qu'elles soient réussies ou ratées, sont vraiment très instructives. En gros, il y a 2 grandes philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a le modèle du Portugal. Eux, ils ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues dès 2000. L'idée, c'est de traiter le consommateur comme un patient, pas comme un criminel. Et de l'autre, on a le modèle américain, comme au Colorado, où on a carrément légalisé un marché. L'objectif là, il est clair, récupérer des impôts et casser les reins du marché noir. Et l'impact économique, il est bien là. Ce graphique montre l'explosion des recettes fiscales dans les États qui ont légalisé. Au Colorado, par exemple, on parle de plus de 300 millions de dollars par an au bout de 6 ans. C'est de l'argent qui peut ensuite être réinvesti dans la santé, l'éducation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on retient tout ça? Premièrement, la grande peur de voir les jeunes se mettre à fumer massivement, eh bien, ça ne s'est pas produit. Deuxièmement, le marché noir ne disparaît pas comme par magie, il est tenace. Le prix est donc la clé du succès et l'Uruguay en a fait les frais. Et enfin, il y a le Canada qui propose une sorte de 3e voie très intéressante, vraiment centrée sur la santé et la sécurité. Bon, revenons chez nous. Imaginons qu'on décide de changer les règles. Comment on s'y prendrait? C'est un puzzle incroyablement complexe. Il ne suffit pas de dire oui ou non, c'est bien plus compliqué que ça. Tout commence par la première question. Quel est l'objectif principal? Est-ce qu'on veut protéger les jeunes avant tout ou est-ce qu'on veut surtout éliminer le marché noir? Parce que de cette réponse dépend tout le reste. Qui va produire? L'État, des entreprises privées et surtout, qui va vendre? Et le casse-tête continue. Comment on encadre la publicité, un peu comme la loi E20 pour l'alcool? Comment on fixe un prix qui soit assez bas pour concurrencer les dealers, mais pas trop pour ne pas inciter à consommer? Et puis, il y a une question sociale hyper importante. Qu'est-ce qu'on fait des anciens trafiquants? Est-ce qu'on leur trouve une place dans cette nouvelle économie légale? Concrètement, pour la vente, il y a 4 grandes options sur la table. Un monopole d'État pour un contrôle maximum, des magasins privés, un peu comme les buralistes ou les pharmacies. Il y a aussi les Cannabis Social Clubs, un modèle associatif qui marche bien en Espagne. Et enfin, la vente en ligne, qui amène son lot de défis pour le contrôle. On arrive à la dernière partie, l'heure de faire les comptes. Parce qu'au-delà du débat d'idées, les conséquences d'un tel changement, que ce soit sur l'économie, la santé ou la justice, sont bien réelles et vraiment massives. Alors si on met tout ça dans la balance,
Côté économie, on parle de plus de 2 milliards d'euros de taxes par an et de dizaines de milliers d'emplois créés. Côté santé, on pourrait enfin contrôler la qualité de ce qui est vendu et financer massivement la prévention. Et pour la justice, la police pourrait enfin se concentrer sur des crimes plus graves. Mais attention, chaque avantage a son défi. Trouver le juste prix, bien encadrer le marché pour éviter les dérives et penser à la justice sociale. Et avec tout cet argent des taxes, qu'est-ce qu'on en ferait? Ça, ce serait un vrai choix de société. On pourrait en mettre une grosse partie dans la prévention et l'éducation, surtout pour les jeunes, une autre pour financer les soins, pour continuer à lutter contre les réseaux criminels qui resteraient, et surtout pour réparer un peu les dégâts dans les quartiers qui ont le plus souffert du trafic. Au final, la question qui reste, c'est celle-ci. Après 50 ans d'une politique qui a échoué sur à peu près tous les tableaux, la France est vraiment à un carrefour. La question n'est plus de savoir si le système actuel marche, on sait que non. La question c'est, est-ce qu'on peut inventer un nouveau modèle, un modèle français, qui permettrait enfin de reprendre le contrôle sur un phénomène qui, pour l'instant, nous échappe totalement?